Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. L'entre-deux-vie, nouveau docu-fiction inspiré des hypnothérapeutes Michael Newton et Brian Weiss, disponible sur INRES TV depuis le 6 avril. C'est un film expérience qui ouvre pour la première fois les portes de l'entre-deux-vie et apporte un éclairage sur les grandes étapes de ce moment frontière. C'est un docu-fiction produit par Sébastien Lydie et réalisé et écrit par David Fressino, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir une nouvelle fois. David, comment vas-tu? Moi, j'ai envie de dire, je suis presque à la maison, en fait. Presque, bah oui, voilà, presque, hein. Ouais, parce qu'on a eu le grand plaisir de discuter avec toi pour la première fois avec ce documentaire que tu avais fait sur Alan Kardec. Magnifique, incroyable, avec René Quéru dans le rôle d'Alan Kardec. Alors c'était déjà un format très intéressant, un peu biopic, mais en même temps avec des interviews de différents très bons connaisseurs d'Alan Kardec. Donc ça avait été vraiment un bon moment et un très beau documentaire. Et on avait eu le plaisir de se parler, c'était en fin d'année dernière, avec Philippe Baudouin, dans le cadre du documentaire que tu avais sorti, encore une fois, sur l'INRES, par rapport à la... comment peut-on dire ça? La photographie des esprits du mois, fin 19e. Ouais, ça c'était passionnant aussi. Hein, début 20e. C'est un documentaire qui accompagne aussi deux très beaux livres que venait de sortir Philippe. Donc voilà, très belle émission. Et un documentaire aussi intéressant parce que voilà, il y avait toujours une recherche, des intervenants d'excellente qualité. Moi, j'ai vraiment un très très bon souvenir. Il y a des choses très fortes qui ont été dites dans ce documentaire, je trouve. Et puis, là, on se retrouve aujourd'hui pour ce... alors, on peut dire docu-fiction, c'est un terme qui te convient? Ouais, complètement, parce qu'il y a un moment, il faut le catégoriser, ce nouveau film. Et je t'avoue que c'est vraiment assez étonnant parce que c'est à la fois une fiction qui est entièrement documentarisée et en même temps, ce n'est pas un documentaire. Et donc voilà, donc docu-fiction il ira très bien là-dessus, mais c'est une histoire qui a été écrite, il y a un scénario de 60 pages. C'est ça. On n'a que des comédiens et pourtant tout ce qui va être raconté dans le film est basé sur les travaux de ces deux hypnothérapeutes assez hallucinants qui sont Michael Newton et Brian Weiss, qui sont deux éminents chercheurs qui ont beaucoup de passerelles. D'ailleurs, on pourra en parler avec des personnages comme Alan Kardec que j'ai déjà abordé avant, c'est-à-dire ces personnages qui, à l'aube de la cinquantaine, se retrouvent confrontés à de l'inconnu. Et ils se disent, bah voilà, on a un savoir-faire, il peut être académique, il peut être universitaire, mais on va l'utiliser, ce savoir-faire, pour aller explorer justement ces nouveaux terrains de jeu, je dirais. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Alors, on disait docu-fiction, moi je propose OVNI quand même sur le coup, objet visuel non identifié, et honnêtement ça colle, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant dans ton travail, c'est qu'à chaque fois il y a une patte, David Fressino, mais en même temps c'est toujours renouvelé, on est toujours un petit peu surpris par le format, et là tu as fait fort quand même, parce qu'effectivement le narratif est vraiment particulier, hein. Alors on va peut-être dire le pitch, en fait on se retrouve avec une jeune personne qui meurt techniquement et qui se retrouve un petit peu dans l'entre-deux-vie en fait. C'est ça, cet endroit qui, pour les gens à qui le principe de la réincarnation parle, moi j'en fais partie, il y avait toujours cette interrogation, mais si on se réincarne, il y a un moment en fait, on fait quoi entre deux cycles d'incarnation et pourquoi on se réincarne? Pourquoi là? Pourquoi dans telle condition? Pourquoi dans telle peau? Pourquoi je suis un homme, une femme? Pourquoi j'ai telle croyance, telle orientation sexuelle, tel travail? Pourquoi je suis arrivé dans telle partie du monde? Donc c'était assez étonnant. En tout cas, moi j'avais tout ce champ de questions en moi, et c'est vraiment quand j'ai découvert, le premier dont j'ai découvert les travaux, c'était Michael Newton, et quand j'ai lu son... Justement, tu les as découverts comment, ces hypnothérapeutes, ces chercheurs? Alors, tu sais, c'est souvent une question un peu de synchronicité, c'est-à-dire que tu dis, tiens, j'ai vraiment beaucoup de questions, ça serait super bien que j'ai quand même quelques réponses, tu vois, pour pas devenir complètement toc-toc. Et puis, au cours d'une conversation, on me dit, mais tu devrais lire ce livre.
Et ce livre, il a été très inspirant. En fait, c'est comme si on avait bouché des trous dans mes questions. En fait, on a amené des réponses qui me parlent. En fait, c'est-à-dire que je le dis toujours, je suis pas détenteur d'une vérité. Je veux imposer mon schéma de recherche et de travaux à personne. Voilà, c'est juste quelque chose qui moi me parle terriblement en fait. Ouais, effectivement, et c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement, il y a un vrai narratif. Hein. Il y a vraiment, il y a toute une, j'allais dire une cosmologie, mais c'est pas tout à fait juste. En tout cas, une idéologie, le terme ne me plaît pas non plus, mais un concept. Oui, c'est ça, mais complètement. Voilà, Complètement. De l'après-vie, en fait, en tout cas de l'entre-deux-vie, c'est plutôt ça. Parce que pour resituer, en fait, donc j'ai découvert déjà Michael Newton qui lui a vraiment travaillé sur cette partie d'entre-deux-vie en mettant sous hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment tout a commencé pour eux, en fait. Ouais. C'est-à-dire que Michael Newton reçoit dans son cabinet, c'est quelqu'un qui travaille avec des grandes universités, c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu. Voilà, c'est quelqu'un qui utilise l'hypnose pour essayer de trouver où sont les zones de problème, des zones déclencheuses, excuse-moi, de problèmes dans le passé des gens. Puis un jour, il se retrouve avec quelqu'un et puis il le fait régresser dans l'enfance, la petite enfance, au moment de la naissance, il trouve pas, il dit mais dans le ventre de votre maman, il y avait quoi? Non, là non plus, j'ai pas eu de soucis. Et là, il va poser une question innocente, mais il va dire mais avant d'être dans le ventre de votre mère, où est-ce que vous étiez? Et là, la personne fait un témoignage. Donc, lui dit pourquoi pas, mais d'un coup, il y a quelque chose, il y a une étincelle qui naît en Michael Newton. Et cette question, il va la reposer à une autre personne, et puis à une autre personne, et puis à des milliers de personnes. Et les témoignages sont concordants. Et c'est ça qui est hyper bluffant. C'est-à-dire que c'est là où on a quelque chose qui nous sort de l'expérience de quelqu'un qui dit, bah voilà, je suis voyant, je suis médium. Bon, après, tu es libre ou pas le choix. Enfin, tu as le libre choix de croire ou pas. Mais quand là, tu as des milliers de personnes dont les témoignages se recoupent, voilà, et c'est complètement bluffant. Et Brian Weiss a fait exactement la même chose. Brian Weiss, ses travaux ont plutôt consisté à comprendre en quoi des incarnations passées avaient des échos dans ta vie présente. Ce qui est aussi très intéressant. Et effectivement, le pitch du film, tu le disais, il commence avec le personnage de Lucie, qui, à l'aube de ses 40 ans, meurt d'une crise cardiaque, voit ce fameux tunnel de lumière que tant de gens ont décrit à travers le monde. Et on va voir ce qui se passe une fois qu'on franchit ce tunnel de lumière. On va dire la quinzaine de grandes étapes qui ont été référencées par Michael Newton. Et puis, elle va aussi devoir, du coup, comprendre les erreurs de ses vies d'avant, ce qu'elle n'a pas réussi à faire pour pouvoir construire finalement la prochaine incarnation qu'elle va choisir. Et là, on est assez typiquement proche des travaux de Brian Weiss. Est-ce que tu as eu peur pendant l'écriture de ce docu-fiction comment dire, peut-être qu'on te dise parfois, mais c'est trop dogmatique, c'est trop écrit. Enfin voilà, est-ce que c'est une crainte que tu as eue quelque part qu'on te taxe un petit peu de dogmatisme par rapport à certaines. Je vais même te dire qu'au départ, il devait y avoir des interviews. C'était un documentaire. Ouais. Au départ, le projet, c'était des interviews d'hypnothérapeutes et des petites séquences de l'entre-deux-vie. Et il s'avère que Sébastien Lille, donc le directeur de l'INRS, m'avait accompagné déjà sur Allan Kardec, qui était déjà une forme un petit peu particulière, comme tu le disais. Ouais. Et puis quand je lui ai commencé à lui parler de ce projet-là, déjà les livres et les travaux de ces deux hypnothérapeutes, Sébastien les connaissait bien. Et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi prendre en fait l'interview, en fait, pourquoi avoir des phases d'interview, parce que finalement on se donne une béquille, alors que le vrai truc qui est passionnant et qui est fascinant, c'est est-ce qu'on peut arriver avec les moyens d'INRS TV à mettre des images sur tout ce système sensitif et narratif qu'ont fait les témoins de ces deux hypnothérapeutes. Donc une fois que j'ai eu le feu vert, je t'avoue que grosso modo il m'a lâché la main. Et j'ai eu envie de marcher tu vois, donc j'ai même couru, tu vois, donc là l'écriture s'est faite assez rapidement. J'ai toujours un gros travail de recherche. C'était la même chose avec Allan Kardec ou les fantômes de la photographie. Il y a un gros travail de recherche, mais après l'écriture en elle-même vient assez vite. C'est mon métier, hein. J'ai écrit pendant 20 ans plutôt des documentaires, des petites fictions pour la télévision. Donc cette écriture, elle est assez intuitive. Puis maintenant, je connais un petit peu mon outil de travail, donc ça c'est bien. Oui, aussi.
C'est ça, mais le défi, il a été, bah, déjà le script fait une 60aine de pages, il a fallu trouver des comédiens, Ouais. hem et puis il a fallu On va surtout trouver les pardon. on va peut-être les citer juste, on va peut-être citer les comédiens. Bien sûr, il y Heu, a Lenny Cherino qui joue, le personnage de Lucie, donc le personnage principal. Il y ouais. a, Jérôme Thomeray qui joue son guide, donc c'était assez rigolo de se dire à quoi ça ressemble un guide, en fait. Ça Oui. parle comment un guide? Tu vois, ces fameux guides dont on nous parle, tellement souvent, que tellement pareil de livres ont relaté et tout. Et il y a, Karine Pinoteau, Philippe Blondel, il y a Samuel Braffman, Florent Dorin. Et ce qui était intéressant, c'est que et devant la caméra et derrière la caméra, toute l'équipe avait, des facilités avec le sujet. Et ça Alors m'a vraiment plu. c'est la question que je voulais te poser parce que, bon, ce sont des comédiens, ils sont censés pouvoir, tout incarner, tout jouer, mais c'est un sujet particulier quand même. Comment ils l'ont appréhendé, ce sujet-là? Alors, il s'avère que c'est des gens que je connais depuis très, très longtemps, donc on avait déjà eu des discussions, tu vois, Ouais. au détour d'un repas où tu dis: «Bah tiens, tiens, peut-être que je vois le monde un petit peu différemment». Puis on te dit puis en face, on te répond: «Bah oui, moi aussi». Alors d'un coup, tu dis: «Ah tiens, ça fait du bien, et si on en parlait un peu», tu vois? Je ne suis pas seul. Voilà, exactement. Et du coup, le casting s'est imposé à moi, très, très rapidement. Ils ont Mmh. tous répondu «oui» au départ. Ouais. D'ailleurs, oui, très vite, sans concession. Et ce qui était vraiment plaisant aussi, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de jours de tournage. On a eu 4 jours de tournage en plateau. Il faut savoir qu'il y a 400 plans, dont 150 qui sont Ouais. truqués. Donc, C'est autant pas te dire énorme, que c'est pas le énorme. Ça le s'est ça le a tourné vite, ouais. ouais, 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 ça s'est tourné très, très vite. Ça a été permis aussi parce que quasiment tout le film est en voix intérieure, donc on a pu enregistrer les Alors voix ça, quelques justement, jours. on va y venir justement Ouais. sur la façon dont tu as conçu, l'habillage, on va dire, du film, effectivement. Mais bon, donc les comédiens ont Ouais, joué le jeu, on va dire ça comme ça. C'est un peu ah mais beaucoup. complètement, complètement. Et c'était vraiment nécessaire parce que ça m'a permis de Ouais, gagner du temps sur certaines explications de jeu. C'est-à-dire que quand tu ouais. dis à quelqu'un, «Lève les yeux et regarde la source», avec bienveillance, la personne peut te dire: «Attends, OK, c'est quoi la C'est quoi la source?» source? Alors que quand tu as des gens qui, voilà, qui ont déjà une certaine, je te dis, un certain, intérêt pour, Sensibilité, voilà, qui ont lu des livres sur la spiritualité, sur le bouddhisme, voilà, il y a des choses qui parlent, en fait. Donc ouais. on a gagné beaucoup, beaucoup de temps par rapport à ça. Et ça, c'était une vraie volonté. Bah, c'est important aussi. Bon, encore une fois, un comédien est pas censé mettre de lui, enfin en tout cas, ne pas censé mettre ses propres idées dans ses personnages. Mais enfin, quand même, ça Mmh. facilite quand il y a une certaine appétence, une certaine sensibilité. Mais alors, justement, parce que l'habillage est très particulier, il est intelligent, je trouve, hein, mais il t'est venu naturellement. Comment t'es venu, je dirais, l'idée de la voix, de la façon de la modéliser, parce que c'est un petit peu particulier. Ouais. Ouais, l'idée c'était, j'ai eu très rapidement l'envie d'avoir une voix comme ça qui ce qu'on appelle nous, dans le scénario, elle s'appelle l'onde sonore, tu vois? Donc très C'est ça, ouais, original. ouais, c'est ça, ouais. Mais cette voix qui t'accueille, en fait. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir une sorte de personnage qui à la fois qui jouait la passerelle entre le spectateur et ce qui se passait, pour le personnage principal. C'est-à-dire une voix qui peut s'adresser autant à la personne qui regarde le film qu'autant qu'elle s'adresse Mmh. à Lucie pour la guider dans ce passage dans l'entre-deux-vies. Et je trouve que c'était important parce que ça donne un moyen d'entrer dans l'univers. Parce que quand tu dis aux gens: «Je vais vous emmener pendant, 1 heure sur Ouais. l'entre-deux-vies», déjà, c'est pas facile à Mmh. visualiser, mais alors si en plus Mmh. tu sais pas trop ce que c'est hyper compliqué de se dire, enfin l'idée quand on fait un film aussi, c'est vraiment en tout cas en tant que réalisateur, c'est de permettre au spectateur de rentrer de manière la plus agréable possible dans le Ouais, récit. ouais. Et à un moment de lâcher, tu vois, les soupapes de sécurité, de se laisser aller et de vivre, une expérience. Donc il y avait ouais, ce principe de voix. Et Parce que puis, parce que le décor est très épuré en plus, donc vraiment il i faut voilà, il faut capter le spectateur complètement. Mais avec le l'idée, tu texte sais, quelque part. c'était de jouer aussi avec cette représentation de Mmh mh. de de l'au-delà qui est toujours très blanc et tout ça. Donc, Ouais, c'est heu, moi, je suis parti sur cette idée-là, et après, faut pas se leurrer non plus, économiquement, j'aurais bah oui, adoré avoir, tu vois, des tours de cristal transparentes avec des soleils derrière et des lacs avec 4 lunes derrière. Non, mais c'était bon, pas possible. Donc le ouais, fond blanc était très bien. Sébastien a dit: «Non, non, je suis pas d'accord». Ouais, où il a dit: «Il va falloir qu'on ait quand même, les mêmes abonnés que Netflix pour» En décor naturel, tout en voilà, décor c'est ça. naturel, sinon C'est je ça. tourne pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais vu la contrainte comme quelque chose qui me bride artistiquement.
Ouais, bien Pour sûr. moi, la contrainte, en fait, justement, elle t'oblige à un dépassement. Donc, tu vois, on le voit là derrière moi, ce personnage de Lucie qui d'un coup regarde plein d'âmes qui sont en train de transiter au-dessus d'elle. Et ben écoute, ça a été permis parce que je travaille une équipe d'une dizaine de personnes qui sont capables de comprendre rapidement tu vois, les tenants et les Ouais, aboutissants. Parce que c'est ouais. pareil, va dire à un mec qui fait des effets spéciaux, est-ce que tu pourrais me faire le tunnel de lumière? Tu sais, celui que tout le monde dit comment il est quand on meurt. Et Ok. je pense que 99,99% des techniciens FX m'auraient dit, pas du tout ce que tu dis. Et moi, j'en ai un qui m'a dit, mais carrément, mais je vois complètement, moi, c'est une image qui me fascine depuis hyper longtemps. Donc là, tu dis, c'est Ouais, génial là, quand tu arrives à ça ça. facilite quand même. Ouais. Et c'est le seul à qui je n'avais jamais travaillé jusque-là. Et c'était vraiment un poste qui me manquait jusque maintenant, d'avoir voilà, quelqu'un pour les effets spéciaux qui avait cette sensibilité-là. Et voilà, bah, écoute, la Non, boucle est non, non, bouclée. non, très, très réussi visuellement. Enfin voilà, surprenant. Enfin, c'est Ouais. ça qui est intéressant. Voilà, il y a toujours une surprise, une nouveauté. Voilà, tu fais pas tout le temps la même chose en changeant simplement le sujet et les intervenants et on prend une recette qu'on connaît bien. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Si, si on parle du fond, Et pardon. c'est important parce que ça soit comme pour Alan Kardec et tout ça, ou même ce que j'ai fait dans mon métier dans l'audiovisuel un peu plus traditionnel, je prends toujours aussi, euh, je donne beaucoup d'importance aussi au fait de mettre vraiment en lumière de manière respectueuse et tu vois les gens voilà que je filme. Moi, j'ai jamais eu tu vois de dédain, de moquerie. J'aime pas ça en fait. Si j'ai envie enfin, je vais pas perdre de temps à filmer des choses dont je me moque en fait. Donc, Ça c'est vrai t'intéresse que pas. ces films, ils ont aussi cette petite empreinte et ce petit défi à chaque fois que ils résonnent. Mais j'ai envie de les faire découvrir comme moi, ils ont pu me toucher en fait. Non, non, et encore une fois, très bon choix d'acteur, effectivement, on peut le dire. Si on parle du fond, quand même, c'est une philosophie très positive, en fait. Quoi qu'il nous arrive, en bon ou en pas bon, c'est quelque chose qu'on a décidé de vivre, en fait. Voilà, il n'y a pas de... C'est ça, Il y a pas de... c'est un schéma de pensée qui est, alors, on pourrait le relier les bouddhistes en parlent beaucoup, tu Oui, vois, des cycles de c'est ça. réincarnation. Ouais. On oublie aussi que dans la religion catholique, jusqu'au 7e ou 8e siècle, si je dis pas de bêtises, l'entre-deux-vie était décrite dans des textes sacrés. On l'a retiré parce que c'était compliqué de dire aux gens, en fait, qu'il y avait que de toute façon, ils allaient de toute façon, quoi qu'il arrive, s'améliorer. Donc, on pouvait faire Ouais, des ouais, erreurs, mais ouais. c'était pas grave, puisqu'on, dans une vie suivante, on pouvait les rectifier, tu vois. Carpe diem. Ouais, c'est ça. Puis tu perds un peu d'emprise sur les gens. Donc ça, c'est des choses qui, moi, après, quand tu étoffes le propos, sont assez étonnantes parce que la réincarnation est quelque chose qui est vécu de manière complètement naturelle par enfin, par une grande partie de Ouais. la planète. C'est peut-être nous en Europe où on l'a peut-être perdu aussi. Euh, tout ça, j'ai perdu le fil de ta question, Pascal. Ça peut m'arriver aussi. Non, non, mais on parlait de la philosophie, je dirais, Oui, 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 excuse-moi, tout à Non, fait. non, Et, qui est très large, d'ailleurs, hein, ouais. qui est très vaste. Hein. Non, c'est intéressant parce que si tu veux, moi, c'est quelque chose. Je trouve que la spiritualité est intéressante à partir du moment où tu ne l'imposes pas aux autres et à partir du moment où elle ne te pousse qu'à être une meilleure version de toi-même. Bien Tu sûr. vois? Moi, c'est ça. Et je trouve que ce qui est décrit, d'ailleurs, je ne vais même pas dire ce qui est décrit dans le film, ce qui est décrit dans les travaux de Michael Newton Ouais. et Brian Weiss, on le redit, c'est des milliers Michael Newton, c'est déjà 7000 personnes sous hypnose, plus ceux que Ouais, de ça fait Brian quand Weiss a fait. même. Donc, on parle de 10, 12, 13 000 cas, tu vois. On parle de gens qui ont publié des articles, qui ont sorti des dizaines de livres. Enfin, voilà, c'est assez pointu. Et ce que je trouve, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dedans, mais c'est cette chose-là qui est forte, c'est déjà que tu es accueilli par des gens qui ont marqué ta vie. Ça, je trouve ça fort, en fait, tu vois. Et ça, c'est des témoignages qu'on a eu quand même assez souvent. Souvent, c'est l'étape d'après qui nous manque. C'est l'étape de la rencontre avec les guides. Michael Newton et Michael Newton, enfin, en tout cas, ses témoins en parlent. Ce passage devant cette sorte de jury, en fait, qui vient juger ta vie. Où c'est très troublant parce que les témoins disent je ne pouvais plus rien cacher. En fait, ça serait une partie de l'existence où les gens que tu côtoies savent exactement à quoi tu penses. C'est C'est ça. déstabilisant, hein, nous qui avons Mais dans sans les... jugement en même temps, sans jugement, enfin sans C'est ça. jugement de, voilà, de dire ok, bon, si tu penses ça ou si ça c'est pas cool, bah, c'est pas grave, c'est que tu dois encore un petit peu travailler, il n'y a pas de problème, tu y retournes et puis tu fais ce qu'il faut, quoi. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'expliquer, moi j'aime bien la façon dont ça explique les synchronicités. C'est-à-dire que Ouais. dans cette phase de l'entre-deux-vie, on travaille avec des esprits qui ont l'habitude de s'incarner avec nous.
Donc, ce qui explique pourquoi il y a des gens dont on tombe amoureux, pourquoi on a des meilleurs amis, pourquoi un tel est pas plus plutôt qu'un autre. Sinon, c'est très hasardeux, en fait. Sinon, on est vraiment un fruit du hasard total. Et moi, je dis toujours, moi, je suis un passionné de permaculture. La nature, elle est à ce point parfaite que nous, on serait la seule chose dans l'univers qui soit complètement dépendante, tu vois, de la pluie, du beau temps, du hasard et d'un jet de dés. Donc effectivement, donc tu retrouves de l'autre côté. Pardon ? Dieu ne joue pas au dé. Oui. Et donc tu retrouves voilà des guides, c'est-à-dire c'est des professeurs en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, en fait, on se repose pas. En fait, au contraire, c'est presque les témoins le disent. C'est-à-dire que le moment où on aurait plus tendance à se reposer, c'est le moment de l'incarnation. Le moment où on repart de l'autre côté, c'est le moment où on bosse, c'est le moment où on se dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui était prévu et que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai fait qui était prévu que j'ai mal fait ? Qu'est-ce qui était prévu que je fasse et que je n'ai absolument pas fait parce que j'ai complètement ignoré et que ça me saoulait ? Tu repasses devant ces fameux guides qui vont juger, tu vas retrouver les gens qui s'incarnent en même temps que toi, qui t'ont lancé des défis, pour qui tu vas jouer des rôles dans les prochaines incarnations et pour lesquels tu as déjà joué des rôles précédemment. Et puis tu vas rejouer des scènes clés de la future incarnation, c'est-à-dire que tu vas choisir, avec tout ce bilan qui est tiré, en fait, sert à trouver une prochaine incarnation qui va te permettre de relever du coup des défis qui vont te permettre de t'améliorer, toujours le même principe de faire la meilleure version de toi-même. Et je fais une petite parenthèse, mais c'est exactement ce que Allan Kardec disait dans le livre des esprits, d'ailleurs. Enfin, les témoignages qu'il avait reçus, on en avait parlé, c'est la même chose en fait, c'était vivre, renaître et s'améliorer toujours. Ça, c'est la doctrine spirit. Ça me rappelle, j'avais eu le plaisir d'interviewer Mark O'Byrne, et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, mais même le dernier des salauds est quand même quelqu'un de très courageux, parce que déjà, pour jouer un salaud, il faut être courageux, il faut assumer. Et puis, venir sur Terre, ça n'a rien de simple. Donc voilà, il faut quand même un certain courage pour s'incarner dans une forme de vie qui, malgré tout, et Emmanuel Kant le disait déjà à l'époque, reste assez médiocre dans ses perceptions, dans le cerveau lui-même. On est assez médiocre, on va dire, dans notre fonctionnement. C'était une des choses qui avait vraiment marqué Newton et Weiss dans les témoignages qu'ils reçoivent, c'est que les gens disent ouais, en fait la Terre c'est pas bien, en fait. La Terre c'est un monde un peu catastrophique, quoi. C'est quand même un monde où tu fais du mal aux enfants, où tu flingues des millions de personnes parce que juste t'as décrété qu'elles n'avaient pas le droit d'être là. Enfin, c'est pas un monde très évolué, et eux-mêmes ont pris un peu comme une claque, en fait. C'est-à-dire que au départ, elles sont des minces, en fait, on se croyait tellement intelligent et tellement supérieur que d'un coup on découvre que le monde est quand même la Terre, c'est pas dingue, quoi. D'ailleurs, j'ai repris, je l'ai mis dans la bouche d'un des personnages qui dit en fait la Terre c'est une zone de chaos, en fait, c'est une cellule d'urgence. C'est-à-dire que c'est le bordel tout le temps, mais à l'intérieur de ça, il y a des moments de grâce. Et je trouve que c'est une belle définition finalement du monde dans lequel on vit, qui tend aussi lui-même à s'améliorer, puisque le principe de si tous on progresse au fur et à mesure, le monde sera peut-être un peu moins bordélique, quoi. Un petit peu de travail encore, quand même. Ouais, encore 3-4 bonnes guerres, Pascal, hein, 3-4 bonnes guerres, c'est bon. C'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que des fois, on a tous vécu ce moment où on se dit, bah tiens, là, je suis où je dois être. Et je fais ce que je dois faire, et je suis où je dois être. Alors, en général, ça dure 10 secondes max, hein, pour les plus chanceux. On se dit, voilà, là j'y suis, là je suis où je dois être, je fais ce que je dois faire. Pas spécialement à mon avantage d'ailleurs, mais c'est ce que je devais faire. On a tous eu quand même un peu cette impression de bien-être, de dire, voilà, ça c'est, voilà, j'étais là pour ça, quoi. Bien sûr. Et cette phase de l'entre-deux-vie justifierait aussi, par exemple, que quand tu as un projet qui tient vraiment à cœur, tu te dis, ah là, ça n'avance pas, c'est coincé, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, tu croises la personne par le plus grand des hasards qui avait entendu ta conversation, qui dit, mais attendez, vous avez besoin de ça, mais ça tombe bien. Moi-même, je peux vous le proposer. Tu fais, mais attendez, mais c'est juste improbable. C'est improbable, sauf si ces deux esprits qui sont dit, bah, dans la prochaine incarnation, on se mettra d'accord que cette scène du restaurant, on va la rejouer, on va la jouer, de sorte qu'une fois qu'on soit incarné, ça nous paraisse tellement évident, que la rencontre soit tellement évidente, qu'il n'y aura pas de doute possible, en fait. D'ailleurs, dans ces choses-là, quand les gens parlent de synchronicité, dans la synchronicité, il y a l'absence du doute.
C'est une évidence, en fait, une synchronicité, quand tu le vis comme ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme tu le disais, il y avait aussi ce côté ce qui m'a beaucoup parlé, hein, des choses qui m'a le plus ému dans les témoignages que tous ces gens-là ont récolté et que j'ai mis dans le film aussi, c'est de se dire que quelqu'un qui va jouer quelque chose de mauvais dans ta vie n'est peut-être pas foncièrement une personne mauvaise. Ça, c'est intéressant. Ouais. Grosso modo, soit c'est une personne qui est vraiment, c'est une sorte d'esprit, tu vois, basique, qui s'en fout, qui pense à rien, donc, excuse-moi, j'ai touché le micro, qui s'en fout, qui pense à rien, et donc la destruction la gêne pas. Ou alors c'est quelqu'un qui, par un amour profond et intense pour toi, dit, je vais m'incarner, je vais jouer un sale rôle pour toi, parce que ce sale rôle, il va te permettre, pareil, d'atteindre la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est fort, parce que du coup, tu te dis, tu vois plus les choses de la même façon. C'est la définition première du shaitan, hein, Ouais. du shaitan. C'est l'adversaire, c'est pas spécialement excuse-moi, petit Arsène, c'est pas spécialement le méchant, mais c'est l'adversaire qui va te permettre de te dépasser et de t'améliorer. Voilà. Mais complètement. C'est toujours pareil. Ouais. Complètement. Ouais. Et c'est pour ça, en ça que moi, ça me parle, parce que je te dis, c'est pas quelque chose qui fait du mal aux autres, en fait. Puisque tu es toujours, en fait, en gros, t'es concentré sur toi, à te dire, alors il faut que je comprenne les signes, pourquoi j'aime telle personne et pas telle autre. Tu vois, donc c'est un vrai jeu de piste. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. J'en parle beaucoup dans le film, je l'ai mis dans la bouche des personnages. Cette idée où on est sur un jeu de piste, en fait, on est en train de jouer une partie d'échecs. À l'arrivée, on est censé gagner, mais il y a plein de coups, tu vois, possibles, mais à l'arrivée, on est quand même censé gagner la partie. Donc ça, c'est drôle, tu vois, c'est plein de choses qui moi, m'ont beaucoup parlé par rapport à ça. Et après, une partie de mon travail aussi était de le rendre audible et acceptable aussi, tu vois. Ouais. Comme je dis, hein, je fais pas de prosélytisme, mais le but aussi, c'est de faire un film où les gens se disent, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait réfléchir, et là où j'ai senti que le film allait être bien accueilli, alors je fais une parenthèse, c'est un super gros succès sur Inrest TV, mais genre ça fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Et là où je me suis dit que ça avait touché des gens, c'est qu'il y a des gens qui sont intervenus ou qui ont vu le film à un moment quasiment à sa phase de fin, donc de sortie de post-production, et qui m'ont dit, je ne connaissais pas du tout le thème, je suis pas, moi, ces trucs-là, tu sais, ces trucs-là m'intéressent pas des masses. Et qui concernent tout le monde. Voilà, exactement, ouais, parce que quand tu creuses un peu, je te raconterai une anecdote aussi qui est assez rigolote là-dessus, mais voilà, et du coup, il me disait, mais ça m'a fait réfléchir. Tiens, c'est une vision du monde que je n'avais pas envisagée, et elle m'a pas fait de mal, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, donc là, ça touche, quoi. Mais c'est exactement ça, j'ai envie de dire. Vrai, faux, biaisé, incomprise. C'est une vision de la vie qui ne fait pas de mal, puisque, et ça, je voulais l'aborder, là, quand on regarde ce film, on n'est pas en train de se dire, bon, je peux me jeter par la fenêtre, de toute façon, il y a un après, et c'est cool. Bah non, parce que si tu te jettes par la fenêtre, c'est un peu comme sur la console de jeu, si tu arrêtais la partie, mais bon, vu que tu devais faire un objectif, tu arrêté la partie comme ça, tu vas devoir la refaire de toute façon. Ouais, c'est ça, tu reprends le niveau depuis le début, quoi. Voilà, donc, pas très malin. Ouais, ah ouais, mais complètement. C'est un petit peu mignon. Excuse-moi. Ça, c'est intéressant. Je me rappelle de ce film qui était sorti sur Netflix où en fait il y avait une vague de suicides de plusieurs millions de personnes parce qu'un scientifique avait prouvé qu'il y avait une vie après la mort et qu'elle était sympa. Donc les gens, à la moindre contrariété, se tuaient comme si c'était mieux après. Voilà. Mais c'est pas du tout l'objet. C'est pas de dire c'est mieux après. C'est juste de dire il y a un travail à faire. C'est l'entre-deux-vie, en fait, c'est vraiment ce moment où on va travailler, on va analyser, en fait. T'as les travaux manuels, tu sais, puis t'as le cours magistral, tu vois. Le TP, c'est sur Terre, en fait. On fait nos travaux pratiques, tu vois, on expérimente, on essaie de se souvenir, ça c'est important, mais c'est une chose que j'adore, moi, c'est de me dire que quand tu te réincarnes, en fait, tu oublies la majeure partie des choses, donc tout le travail de l'entre-deux-vie est de rejouer ces scènes hyper souvent pour t'en rappeler de tout petits morceaux. Et ça, moi, ça me parle de dingue, mais ça parle à mon imaginaire, ça parle à mon cœur, tu vois, donc c'est Platon qui disait apprendre, c'est se souvenir, hein, donc. Mais complètement. Non, c'est sûr. Mais alors, justement, tu disais, on parlait tout à l'heure, et ça c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a cette notion, mais qu'on a aussi chez les spiritistes, chez Alan Kardec, dans les livres d'Alan Kardec, que la Terre n'est
aucun endroit de réincarnation ou d'incarnation, mais qui est loin d'être le seul. Il y a une multiplicité de mondes habités sous différentes formes. Et moi, ça m'a fait penser quand même à ce fameux film Contact, qui lui-même est une adaptation du livre de Carl Sagan, qui était quand même pas le dernier des Illuminés, quand même, hein, c'est clair. Mais je sais pas si tu... Enfin, j'imagine que c'est un film que tu connais bien. Bien sûr. Il y a cette fameuse scène où Ellie passe dans ce tunnel de verre et qui se retrouve face à son père. On rejoint un petit peu. Et son père qui n'est pas son père, mais qui dit on a pensé que pour un premier contact, ce serait beaucoup plus facilitant que ce soit quelqu'un que tu connais. Et là, on rejoint quand même un petit peu cette notion d'être accueilli par des gens qu'on connaît. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, et ça donne un éclairage aussi. J'ai presque tendance à penser que la tristesse, c'est vraiment un sentiment que tu as parce que tu es dans un corps humain. Tu vois? Parce que quand tu as quelqu'un qui part, forcément, ton corps est triste, mais si tu sais que tu vas le revoir, alors après, toujours, c'est le grand mystère de l'univers à laquelle nous aurons tous la réponse, le jour où on va mourir. C'est ce que je dis toujours, c'est s'il y a rien, s'il y a quelque chose, on le saura tous. Parce que de toute façon, on va tous passer l'arme à gauche, donc ça c'est bien. C'est le pari de Blaise Pascal un peu, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu dis, enfin moi j'ai perdu quelqu'un de proche l'année dernière et il y a eu la tristesse du départ. Ouais. Mais du coup, je me suis rendu compte de ce qu'il avait été, à quel point il avait été important dans ma vie, et de me dire que je le reverrai. Je pense que voilà, c'était quelqu'un qui a tellement déclenché de choses chez moi que ça peut pas rester comme ça en fait. Donc au départ, j'avais l'espoir de le revoir, et maintenant je sais que je le reverrai, ce qui est très différent en fait. C'est beaucoup plus. C'est un peu comme si cette tristesse quand on quitte quelqu'un, qu'on doit prendre un train pour partir. Voilà, on n'a pas le choix, il faut aller bosser, il faut s'en aller. Mais prendre le train, ça ne veut pas dire qu'on la verra plus jamais. C'est juste que là, il va y avoir une séparation. C'est ça. Et elle s'arrête dans une gare plus loin que la tienne, et puis toi, tu sais que ton train, il n'est pas encore arrivé à cette gare-là, quoi. Il y arrivera un moment, mais pas tout de suite, quoi. Ouais. Bon, alors la question après, ce qui est intéressant, et je trouve qu'il est amusant même, c'est de se dire, mais dans cette vie, c'était mon père, c'était mon meilleur ami, c'était mon animal de compagnie, pourquoi pas. Mais dans une autre vie, ce sera autre chose. On sera peut-être frère et sœur, on sera peut-être mari et femme. Voilà, il y a ce jeu après de dire, il y a c'est même comme tu le disais, ça rebondit très bien ce que tu disais tout à l'heure sur les différents mondes où tu peux t'incarner. C'est vrai que c'est une perception de l'esprit qui est qui peut être abyssale pour nous. Mais elle est abyssale pour nous. Pourquoi ? Simplement aussi parce que on le dit dans le film, c'est qu'on est une association entre un esprit et un être de chair. Cet être de chair, par essence, il est limité. Donc nous-mêmes, en fait, on est limité. Ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, comme je dis. Ouais, non mais complètement. C'est-à-dire que on n'est même pas grand-chose en fait, même biologiquement, c'est pas ouf quoi. Tu vois, on mange, c'est digéré dans notre ventre et ça ressort. C'est pas non plus. Des plus avantagés que d'autres, mais enfin c'est quand même pas non plus fou quoi. Voilà. Non mais complètement. C'est pour ça que effectivement donc. Mais tu peux vite avoir cette perception qui est dingue de dire bah ouais mais tu peux aussi t'incarner dans le passé, dans le présent, dans le futur. Est-ce que tu peux t'incarner aussi parce que, je sais pas moi, dans une vie, je vais me dire, tiens, là, la prochaine fois, je serai Pascal Fechner, je trouve ça trop bien. Et puis que juste après, il y a un autre gars qui dit, ouais, mais alors une fois que tu seras Pascal Fechner et que tu seras plus dedans, moi, j'irai aussi, je vais expérimenter aussi. Tu vois, donc... Mais tu vois, il y a des notions comme ça de monde qui évoluent. Alors, je l'ai mis dans le film à travers le personnage de Cal, qui est un des guides les plus élevés que Lucie va être amenée à croiser, qui m'a servi en fait à mettre les témoignages qui étaient les plus dingue est pas le bon mot, c'est celui qui me vient, mais c'est pas le bon mot, mais les notions les plus énormes. Voilà, exactement. Là, on est parti ailleurs, quoi. Mais complètement. Et en plus, il y a un truc quand tu disais qu'on est aussi on est quand même dans des corps limitants et limités. Michael Newton et Brian Weiss le disent très bien dans les livres. Je reviens toujours à mes deux hypnothérapeutes, tu vois, scientifiques, hyper machin, pour dire qu'on n'est juste pas dingo à parler de ça. Non, mais voilà. Et eux-mêmes le disent, en fait, c'est que les témoignages qu'ils ont,
qui reçoivent ne sont qu'une parcelle déformée, puisque la personne sous hypnose, elle dit, il y a des choses, sous hypnose, les témoins disent, je ne peux pas vous dire ce que je vois parce que je ne connais pas les mots pour expliquer ce que je vois. Donc, et là, si tu te rends compte, effectivement, on est très très limité. Donc tout ça est un jeu de piste, et c'est ça qui est fascinant. Ouais, moi je dis ça rend optimiste, quoi, de dire bon bah voilà, jouons le jeu, on est là pour quelque chose, faisons-le, c'est parfois très très chiant, mais jouons le jeu. Bien sûr. De toute façon, si on ne le fait pas, on va revenir, donc autant essayer de faire du premier coup. Mais voilà, c'est dans le but de s'améliorer, d'aller vers du mieux. Et même quand tu as une épreuve, tu te dis, tu vois, tu crées 20 pneus de voiture parce que tu allais partir en vacances. T'as deux choix en fait. C'est soit tu dis ça me fait chier, on va tout louper, et puis machin, la réservation et tout était calé, ou alors tu dis bah, peut-être que c'était prévu pour que je ne meure pas 3 km plus loin. Donc ça te permet en fait d'avoir tu relativises tout avec ce système-là. En tout cas, moi je le relativise. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais, c'est ça, quelque chose, dire bah il y a une raison, c'est pas grave. Mais bien sûr, et aussi parce qu'on n'apprend pas que déjà, on est l'ego fait qu'on pense, je pense souvent qu'on est des très bons élèves. Moi-même, des fois, je me dis, waouh là là, attends, ça, franchement, je le fais bien, la méditation, je la fais bien, tu vois. Puis en fait, tu dis, bah non, pas du tout. En fait, on est souvent pas des très très bons élèves. Donc on a besoin d'un coup de pied aux fesses. On a besoin qu'à un moment la vie vienne nous secouer, vienne nous dire, hé, mon coco, là, t'es en train de t'endormir. Et souvent maintenant, quand il y a vraiment une épreuve, quelque chose de vraiment compliqué, avec tout ce savoir-là que j'ai accumulé en mettant dans leurs travaux, je joue tout de suite à me dire à quoi ça sert. Sur quelle ligne, en fait, il faut que je m'améliore, parce que si je l'ai choisi de vivre ce truc-là, c'est que quelque part, il y a un défaut, il y a un truc que je dois corriger. Ouais. Bon, j'ai l'impression que la période quand même très particulière que le monde a vécue, à savoir cette fameuse pandémie de Covid, avec des moments quand même pratiquement innés dans nos civilisations, c'est-à-dire ce temps suspendu, j'ai l'impression que ça a permis à beaucoup de gens quand même de se recentrer sur eux-mêmes et peut-être de justement commencer un petit peu à développer certaines choses. On voit des gens qui changent de vie, qui changent de métier, hélas, j'entends partout autour de moi des couples qui se séparent. Voilà, on sent qu'il y a une espèce de remise en question générale, de dire mais est-ce que j'étais sur le bon chemin? Est-ce que c'est pas le moment de se recentrer et peut-être de prendre le chemin qu'on veut prendre, quoi? Bien sûr, parce que si on doit s'améliorer dans un monde qui est très très bas, c'est qu'à un moment il faut aussi que j'ai envie de dire les signes du destin soient quand même très très forts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du temps, tu vois. Moi aussi, il y a plein de fois où tu traînes les pieds, et puis le Covid, moi je fais exactement le même bilan que toi, c'est-à-dire que je n'ai entendu que des gens qui me disaient j'ai pris le temps de me poser ce que je n'avais pas fait. J'ai pris le temps d'être avec mes enfants, ce que je ne faisais pas. Comme tu dis, il y a eu beaucoup de couples qui sont séparés. Tu as beaucoup de gens qui sont réorientés au niveau professionnel. Et tu as des gens qui, d'un coup, se sont rendus compte aussi que je pense que l'énergie qu'ils mettaient dans leur travail, n'était pas forcément la finalité d'une vie, en fait. Parce qu'on nous le vend comme ça, on nous dit oui, si tu travailles, tu te réalises, c'est ton métier. D'ailleurs, on le fait, c'est une des premières questions qu'on se pose dans la vie. On se dit, et tu fais quoi toi dans la vie? Et souvent on dit, on cite le travail qu'on fait. Ça te définit presque, voilà. Mais c'est ça, ton travail, quoi. Voilà. Complètement. Et je pense que c'est ce moment-là de moment dingue. Enfin, on n'avait pas eu sur la planète, on n'a jamais eu sur la planète le monde qui s'arrête pendant 8 semaines. C'était énorme. Et tu avais cette peur aussi de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, sur le premier, parce que le deuxième, je crois qu'on l'a tous vécu un peu différemment, en disant, bon, commence à nous saouler un peu, ce truc-là. ce serait bien qu'on guérisse tous et qu'on soit tous malades un bon coup. Mais ce premier, il a été très, très initiatique, je trouve. Vraiment très initiatique. C'est ça, voilà. Il a été initiatique, je suis d'accord. Enfin, pour ceux qui ont réussi, après, ça n'a pas été facile pour tout le monde, hein, c'est sûr, c'est plus facile quand tu es dans 100 mètres carrés avec un jardin. Que dans un studio à Paris, ça c'est sûr que. C'est un peu plus compliqué. Voilà. On n'a pas. Peut-être qu'on a choisi aussi qu'on vivait. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais en fait, on l'a choisi. Non, c'est toi qui voulais galérer, tu vas galérer. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que cette vision des choses, parce qu'encore une fois, on parle d'une vision des choses, hein, on ne dit pas que c'est une vérité. Mais complètement. Moi, je te dis, je ne me permettrai jamais de dire que ce qui est transcrit dans ce film est une vérité absolue. Jamais. Rien à discuter, quoi. On va écrire un nouveau livre sacré et il faudra s'y tenir. Non. Mais complètement. Ce
qui est intéressant dans cette vision des choses, c'est de se dire, mais il y a quand même le libre arbitre. Tu es venu pour faire quelque chose, tu as défini des épreuves, mais pour autant, il va falloir que tu les vives et que tu les intègres. C'est pas, c'est un petit peu la différence entre un film et un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire, il y a un cadre, mais tu regardes pas un film, tu as quand même la manette, et puis tu peux quand même aller Bien à sûr. gauche, à droite. Ouais, complètement. C'est intéressant, je trouve, ça. Je pense qu'en fait, on a le droit à l'échec, on a le droit à l'abandon dans ces parties de jeux vidéo qu'on mène finalement, tu vois. On a le droit de... Parce que je pense pas fondamentalement que tu as un libre arbitre pour d'un coup changer complètement de situation. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné par les images, j'aime raconter des histoires, j'aime, comme je te disais, mettre en lumière des gens qui ont un savoir qui est grand et que je trouve intéressant de mettre au monde. Demain, je ne deviendrai pas Mère Teresa. Tu vois, déjà, j'ai assez mal aux pieds des fois quand je reste 1 heure debout. Voilà. Donc, je ne crois pas à ce switch-là. Par contre, je crois vraiment qu'on a le libre arbitre, c'est d'abandonner. Ça, je suis persuadé de ça, en fait. Parce qu'en plus, c'est simple. C'est pas très compliqué d'abandonner. Ça demande pas beaucoup. En général, ça demande moins d'efforts que tu vois. Complètement. C'est un petit peu la logique du corps dans lequel nous sommes, de dire hop là, on se met en pause, voire on s'arrête, quoi. Beaucoup plus dur de se mettre en mouvement, quoi. Ouais, complètement. Et la logique du corps qui est assez injuste, parce qu'en général, quand on arrive à un moment où on se dit hey, ça y est, je crois que j'ai un peu compris comment le monde fonctionnait, bah souvent on est vieux et on meurt. Voilà, allez hop, next. Non mais voilà, donc. Mais c'est vrai que. Mais alors, je t'en parlais en off, mais c'est vrai que moi, ces 2 hypnothérapeutes, Michael Newton et Brian Weiss, je te disais, ils me font un peu penser à John Mack, mais pour les abductions, pour les ovnis, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont un vrai cursus universitaire, qui sont reconnus, qui ne sont pas des foufous, ou même comme notre ami, j'ai un trou de mémoire, pourtant je ne connais que lui, l'astrophysicien Avi Loeb. Excusez-moi, professeur Loeb, j'ai eu un trou pour votre nom, pourtant je vous respecte beaucoup. Voilà, c'est des gens qui sont loin d'être des farfelus, qui d'un coup s'emparent de concepts et le poussent. Bien sûr, mais intéressant. Mais complètement, complètement. Moi, c'est ça que j'aime en fait. Je t'avoue que j'ai vraiment un plaisir là-dessus. C'est vraiment ces personnages. Voilà, Newton et Weiss, il faut imaginer qui ils sont en fait. C'est des gens qui ont des chairs dans des universités, et pas des petites, les plus grandes universités américaines. Michael Newton recevait déjà, soigné sous hypnose les grands dirigeants, des chefs d'entreprise. Ils sont encore vivants ou ils sont alors, Brian Weiss est vivant, je crois qu'il doit avoir 90 ou 92 ans, donc lui-même va peut-être expérimenter ce sur quoi il a écrit. Voilà, et Michael Newton est décédé il y a quelques années déjà, mais ils ont pu mener leurs travaux pendant très très longtemps. Tu vois, même si c'était à l'aube de leurs 50 ans, ils ont mené leurs travaux pendant 30 ou 40 ans. Ça laisse un petit peu de marge. Ouais. Les gens qui ont 50 ans quand même. C'est ça. Et il y a un truc qui est, moi je trouve qui est toujours très touchant aussi, c'est que les deux ont le même retour d'expérience, c'est que quand ça arrive, quand ils se retrouvent face à ça, ils se disent je vais tout perdre. Si je creuse la question, si ça se sait, je vais tout perdre en fait. Je vais perdre mon nom, ma réputation. C'est des gens qui gagnent très bien leur vie, donc ils se disent on est comme tout, hein, là, à un moment la sécurité c'est cocooning, c'est confort. Et puis la reconnaissance de ses pairs, quoi, c'est quand même important. C'était une des angoisses de Michael Newton, de se dire mais est-ce que je dois publier le livre ou pas, parce que le moment où je le publierai, c'est là où on pourra m'attaquer. Mais complètement. Et ce qui était très drôle en fait, c'est qu'il s'est pas fait tant défoncer que ça, parce que les gens qu'il a mis sous hypnose, il y avait certains de ses confrères universitaires. Donc en fait, voilà, c'est toujours pareil, toujours pareil. Combien de scientifiques ont un côté mystique et combien d'inspirations scientifiques, on va le dire aussi, quoi, ou mathématiques, sont nées au départ de quelque chose de métaphysique. Et voilà. Bon, c'est pour ça que je trouve que notre société très scientiste se coupe un petit peu quand même une jambe. Alors je dis pas qu'il faut partir dans le tout spirit ou dans le tout métaphysique, mais un petit peu de métaphysique, ça fait pas mal quand même. Mais je crois que tu vois, la chose qui en sort, c'est cet équilibre en fait. Quand on dit on doit arriver à la meilleure version de soi-même, c'est même pas une version, genre où t'es super leader de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir en fait. D'ailleurs, tous les témoins le disaient, c'est que les esprits les plus évolués ne sont pas les dirigeants et les grands de ce monde. Et ça, je trouve ça génial en fait. Ils disent au contraire, justement. Les esprits très évolués ont tendance à ne plus avoir besoin de rayonner autour des autres, ils n'ont plus besoin des oripeaux
tu vois, des attributs du succès et je sais pas, tu vois, de l'apparence. Du prestige, ouais. Ouais. Je la ramène encore avec Platon, mais c'est pas que des conneries, ce monsieur. Il disait il faudrait donner le pouvoir à ceux qui le veulent le moins. Oui, non, mais complètement. Il faudrait Tu vois, moi, faire une présidentielle, mais à l'inverse. Je ne le veux pas. Ouais, mais c'est ça. C'est pas mal aussi. Et c'est pareil, ça illustre beaucoup. C'est-à-dire que tu t'es plus dans la recherche comme ça d'impressionner les autres, ou t'as plus besoin de ça, en fait. Ouais. Bah, et je trouve que c'est une belle leçon, ça aussi. C'est illuminer les autres par soi-même et pas par autre chose, effectivement. C'est ça. Bon, on en est loin encore quand même. Hein. On n'est pas... je crois qu'il y a encore un peu de travail. Hein. D'ailleurs, c'est... alors, je le cite parce que ça m'amuse, mais faut pas en tirer des déductions. Mais quand Michael Newton, en fait, du coup, a défini une échelle des niveaux de l'âme de l'autre côté, donc dans cette entre-deux-vie. Lui, il a réussi à avoir des gens jusqu'au niveau 6, c'est-à-dire que tu as vraiment un niveau très très haut, et les gens au niveau 6 disaient il y a encore des niveaux dessus, mais on n'arrive même pas à vous dire qui ils sont tellement... je parle, niveau 6, c'est Mère Teresa, tu vois ce que je veux dire, c'est une évolution haute. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Et il pose la question à plusieurs personnes qui mettent sous hypnose. Il dit, mais et sur Terre, en fait, il y a combien de niveaux 6? Alors, le gars dit, honnêtement, il y en a un qui arrive tous les 1000 ans, donc ne vous enflammez pas. Il dit, par contre, la moitié sont des jeunes âmes qui viennent juste de commencer le cursus. Donc, c'est pour ça que c'est le bordel sur la Terre, en fait. C'est pour ça. C'est une garderie de sale gosse, quoi. Ouais, mais complètement. Complètement. C'est Avilob, justement, qui disait ça nous ferait peut-être mal de voir qu'on n'est pas les gosses les plus intelligents du quartier, loin de là, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Et ça fait mal à l'ego, parce que je te dis, au moment où l'âme s'incarne, il y a vraiment une phase où elle connecte avec ce futur corps qui va la recevoir. Hein. C'est décrit dans les livres comme une vraie fusion, en fait. C'est un vrai travail, en fait, d'appréciation entre... Parce que je le précise, c'est que le film se finit au moment où Lucie repart dans sa nouvelle vie. Donc c'est un film où l'héroïne meurt à la première seconde et vit à la dernière. Je trouve ça assez rigolo. Mais je me rappelle d'une image que j'avais trouvée sur Facebook qui me fait beaucoup rire. C'est un petit garçon et un vieux monsieur. Et c'est le petit garçon qui dit au vieux monsieur « Oh, tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, je ne croyais pas à la réincarnation. » Je trouvais ça assez amusant, effectivement. Bon, alors, on a un extrait de 10 minutes disponible sur le site de l'INRES. On va se permettre de vous les partager justement à la fin de cette interview, comme ça vous pourrez les voir aussi. Bon, facile à voir malgré tout, il suffit d'être abonné INRES. Oui, complètement. Bah écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait 650 heures de programme, et il y en a 30 de plus maintenant depuis. Donc, on est bien. Donc les abonnés ont de quoi faire. Non, c'est très simple, il suffit de se rendre sur INRES TV, ça fonctionne comme Netflix, donc on a son abonnement, on sélectionne, on tape l'entre-deux-vie dans le moteur de recherche et puis on le retrouve. Et puis surtout, on voit ce qu'on ne voit pas ailleurs, et ça c'est intéressant quand même. Ouais, et puis je salue aussi la perspicacité et la vision de Sébastien Lilly, qui est le directeur et le cofondateur de l'INRES, parce qu'effectivement, quand on a commencé à avancer sur le film, je lui ai dit, là, c'était la petite inquiétude que j'avais, je lui ai dit, je te préviens, je pense qu'on va faire quelque chose que personne n'avait vu. Oui, puis j'ai pas la prétention de dire que je suis le premier à faire quelque chose sur l'entre-deux-vie ou montrer ces phases-là, mais sur le fait de proposer un peu cette expérience un peu étonnante. Et Sébastien m'a dit, écoute, de toute façon, moi je l'assume complètement à 100% comme ça, donc on y va. Donc effectivement, c'est très hybride, ouais. Non, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, être surpris par la forme, par le fond, mais par la forme, parce qu'honnêtement, c'est pas les concepts avec lesquels je suis les plus à l'aise, ou en tout cas les plus habitués. Tu préfères quand il y a des vaisseaux, je crois. Mais en même temps, c'est pas contradictoire, c'est ça qui est amusant quand même, de dire, mais la Terre n'est qu'un champ d'exploration, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça rejoint encore une fois, quand on lit quand même le livre des esprits, le livre des médiums, qui est de 1800 et quelques, cette notion-là, elle est déjà là. Il y a d'autres mondes habités par d'autres formes, sous d'autres... On dit, pourquoi pas, Bien sûr. C'est super intéressant comme concept. Ah, complètement, ouais. Allez, complètement. Et tu vois, ce que je te disais, c'est que les écrits de la religion catholique, du catholicisme, mentionnaient cet entre-deux, ce système de progression, jusqu'au moment où je te dis, c'était un peu comme beaucoup de choses que les religions gomment au fur et à mesure, mais c'est intéressant de se dire que sur la planète, enfin, on va dire que l'homme avec un grand H a une
tend toujours quand même vers ça, à se dire, il y a quand même quelque chose après. Et comme tu le dis, sous toutes les formes, les scientifiques se disent, bah ouais, mais ça peut passer par la physique quantique, par je sais pas, les gens qui sont passionnés par les contacts extraterrestres vont dire, bah, c'est par rapport à ça. Ceux qui font de la méditation vont dire, bah oui, mais moi, c'est des images, je les ai aussi, ce truc-là. Et c'est drôle, en fait. Je crois qu'on avait pas. En fait. On parle des mêmes choses, mais avec des étiquettes différentes, quoi, c'est tout. Ouais, de dire, mais moi, mon étiquette est plus belle que la tienne. Oui, bon, bah, ça reste une étiquette. Ce qu'il y a dans le bocal, c'est la même chose. Hein. Ah, mais complètement. Et c'est dingue de se dire que peu importe la condition, peu importe l'époque, en fait, on avait toujours on a tous, en fait, les mêmes interrogations. Parce que même quelqu'un qui a peur de ça ou qui n'est pas, qui n'a pas de facilité avec ces thématiques-là, combien de fois tu as eu des témoignages de gens qui étaient en train de décéder, qui se sont dit, il y a un truc, tu vois, il se passe quelque chose, en fait. C'est étonnant, ça aussi. Hein. Ouais, sinon, on n'aurait que des gens qui, tu vois, tu meurs, quoi. Mais voilà, il y a eu beaucoup de témoignages quand même de ce moment où l'âme commence à se décoller du corps et le corps n'est pas encore mort, donc il y a quand même une transmission encore, tu vois, de paroles qui peut se faire. Sac à viande est encore tiède. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. C'est pas encore prêt, effectivement. Non, mais c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce chemin. Mais comme quoi, c'est important de s'écouter, cette fameuse intuition dont on parle, de dire, mais c'est peut-être ça qu'il faut écouter. Il faut s'écouter, parce qu'en s'écoutant, on écoute quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même. Voilà. Complètement. Et puis d'arriver à pas mettre des œillères, c'est de se dire c'est un jeu de piste, c'est un jeu. Tu sais les livres des années 80, les livres dont vous êtes le héros, c'est exactement ça en fait. Tu vois, non mais tu vois, t'as le début, t'as la fin. Au milieu, tu peux faire des choix multiples, mais tu arriveras toujours à la même fin. Donc ça, c'est drôle en fait. Moi, je trichais en fonction des choix. Je les avais tous. Moi, je l'ai fait tellement de fois aussi. Tu vois, comme quoi on peut faire en littéraire des choses qu'on peut pas faire en incarnation. Exactement. Non, sujet vraiment passionnant. Encore une fois, bravo sur la forme et sur le fond. Donc vraiment, on vous invite à regarder ce docu-fiction de David Fressino. Nouveau projet en cours, peut-être John Mack. Quand est-ce que tu vas faire John Mack alors John Mack, Stéphane Alix avait fait un truc très intéressant avec John Mack qu'on a diffusé sur Inrest TV, je crois que c'était en septembre 2021. Il avait une interview qui n'avait pas été publiée. Et on l'a mis en scène où en fait il pose des questions à John Mack aujourd'hui. Enfin, il est lui Stéphane Alix aujourd'hui en train de poser des questions à John Mack qui donc du coup répond finalement de l'au-delà puisque c'est des images d'archives qui avaient 30 ans quoi. Donc ça c'était rigolo et j'ai mon prochain documentaire aussi qui est en préparation toujours pour Inrest parce que écoute on ne change pas une équipe qui gagne. Pas une équipe qui gagne, on est bien d'accord. Et cette fois-ci la différence c'est que je vais être devant. Et je vais me lancer dans une expérimentation un petit peu dingue. Et voilà. Mais et toi qui as été prendre des chocs pour essayer. Voilà. En fait, tu vas faire, tu sais, Philadelphia Experiment. Comme dans le film, là, on va te faire partir. Non, mais ça sera, et toi qui as souligné, ça me fait toujours plaisir, les formes différentes de mes films. Le prochain va être encore quelque chose de différent et j'espère. Là, ta marque de fabrique, en fait, elle est là, c'est que c'est jamais pareil. Voilà, oui, c'est ça, en fait. Alors, la marque de fabrique la moins identifiable possible, tu vois, c'est en fait le mec. Vous ne savez pas ce que vous allez découvrir la prochaine fois. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu vois, c'est même pour moi un respect des spectateurs et un respect des gens que je mets sur lesquels j'éclaire leur travail, leurs travaux, pardon. C'est de le faire, c'est à chaque fois de trouver une jolie forme, en fait. Je pense qu'il y a le fond. Et je pense qu'une jolie forme, c'est hyper important, tu vois. La forme, encore une fois, ça fait pas tout, mais ça fait du bien aussi quand même, quoi. Ah, mais complètement. Surtout qu'on est on est quand même aussi dans une période où on swipe, tu vois, on regarde des vidéos de 15 secondes sur TikTok. Alors, je le fais, mais au bout de 3 minutes, j'en peux plus. Moi, j'ai besoin des fois de me poser, j'ai besoin de me plonger dans un univers pendant 1 heure, 2 heures, par un podcast, par une émission télé, par un film, tu vois. Ça fait du bien aussi. Alors j'en profite parce que souvent sur la forme on nous dit oui mais c'est trop ceci, le son cela, le machin. N'oubliez pas que le Maybe Planet, nous sommes un média amateur, nous le revendiquons. Mais je crois qu'on peut vous aider. Alors on peut, si on veut, bien sûr. Hein, on a déjà des fonds verts, c'est pas mal. On a déjà des fonds plus sympas, quoi. Non mais voilà, et comprenez bien, mes spectateurs, que nous, ce qui nous intéresse, les entretiens qu'on a, c'est avec des gens avec qui on aimerait aller boire un verre et discuter simplement
on essaye d'en faire profiter tout le monde. Mais on va être clair, on n'est pas à la recherche des followers, on n'est pas à la recherche de quoi que ce soit. Nous, c'est juste le plaisir et la chance de discuter avec des gens, comme David ce soir, et puis que vous puissiez en profiter. Ça vous intéresse, on est ravis. Ça vous intéresse pas, c'est pas très grave. On continuera. Ouais, c'est ça, exactement. Ce sera une mauvaise expérience que vous avez choisie avant votre incarnation, si vous avez détesté cette interview. Comme c'est YouTube, ça vous plaît pas, vous coupez et puis vous passez à autre chose. Une vidéo de chat qui tombe. Tu sais que c'est très juste ce que tu dis, parce que je pense, alors là c'est pareil, c'est une petite digression, mais je pense qu'on va passer de l'ère du volume à l'ère du qualitatif. Oui. Et je crois foncièrement que c'est plus intéressant de faire des programmes, des podcasts pour un nombre peut-être plus réduit, mais avec une attention de 100% que, je te dis, des millions d'abonnés où d'un coup tu te retrouves à faire des vidéos qui font 50 000 vues, quoi. On n'aurait que 100 followers, qu'on ne changerait rien quand même, je vous le dis. Voilà, donc merci beaucoup de regarder, de nous suivre. On est ravis, mais comprenez bien encore une fois que si on voulait devenir riche et célèbre, on ferait de la télé-réalité, on ne parlerait pas de ces sujets. Voilà, Oui, complètement. Voilà, on ferait les cons à Cancun ou je sais pas où. Ça irait sûrement plus vite que de parler de ces sujets-là, qui sont quand même encore particuliers, effectivement. David, un grand merci. Moi, je t'admets que maintenant, c'est un petit peu le rituel. À chaque fois que tu sors un doc, moi, je dis bon. Je te l'envoie en avant-première. Ouais, voilà. Ça fait partie du plaisir aussi de recevoir un livre, de voir un documentaire en avant-première. Donc, voilà, ça fait partie du plaisir. Mais ça sera même, ça se trouve, tu détesteras le prochain, mais ça sera même intéressant parce que je trouve que même quand on n'aime pas les choses, la discussion fait naître des choses intéressantes, même pour les gens qui écoutent. Je trouve c'est toujours pertinent. Écoute, je pense que tu es trop passionné par tes sujets et tu as trop de respect pour les gens qui vont et le prochain, il est ouf, Pascal. Le prochain, le prochain, il est. Je m'inquiète pas. À part peut-être si tu te mets au tricot. Là, je vais dire, ok. Écoute, je fais des points de croix là. Je fais des baby planètes au point de croix. Tu vas voir, ça va être incroyable. Là, je laisserai peut-être quelqu'un d'autre s'occuper de l'émission, effectivement. Bon, les amis, comme le disait David, effectivement, si l'émission vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que c'est important pour le référencement YouTube, pour qu'il propose la vidéo à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche aussi, parce que si vous abonnez et que vous n'avez pas la petite cloche, vous ne serez peut-être pas informé des nouveautés. Et bien sûr, si vous voulez la petite cloche, Philippe va vous la mettre. Il va mettre une petite cloche qui vole. Vous allez voir, on va lui mettre un challenge, une petite cloche qui vole. Et puis, bien sûr, si vous voulez nous aider un petit peu plus financièrement, eh bien, il y a le Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous tapez Maybe Planet, vous pouvez regarder une pub ou nous aider avec une petite contribution. Ce sera toujours apprécié à sa juste valeur. David, un grand merci. Merci Pascal pour l'écoute, pour la confiance. Et puis, c'est vraiment plaisant aussi de voir que tu suis le travail depuis quelques années maintenant, donc c'est très appréciable. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois, très honnêtement, et surtout quand c'est des sujets qu'on connaît moins, de se dire qu'on se couche un petit peu moins bête. C'est peut-être ça le but aussi. J'aime bien cette impression. Complètement. Cette sensation d'avoir avancé un petit peu dans la journée, effectivement. Bon, voilà, on va mettre les quelques minutes du commentaire qui sont disponibles sur l'INRES, comme ça, vous pourrez les voir. Et puis, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à l'INRES, et sachez que l'INRES, c'est aussi un magazine inexploré, qui est disponible régulièrement. Je crois que c'est tous les 2 mois ou tous les trimestres. C'est un trimestriel, oui, tout à fait. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et je tiens à dire aussi que sur INRES TV, il y a 14 jours d'essai gratuits. Donc, s'il vous permet de voir le film même gratuitement, et tous les autres après, mais c'est quand même mieux de rester après de voir tout le reste. Ouais, en général, c'est le tester, c'est l'approuver. En général. Ouais, logiquement. Effectivement. Bon, on salue Sébastien Ligny, effectivement, qui est vraiment à la manœuvre, et qui se lève vraiment le popotin pour présenter des contenus de très bonne qualité. Et puis, écoute, David, il nous reste à te dire un grand merci. À très bientôt pour le prochain documentaire qu'on attend avec patience, parce que là, tu as fait un bon teasing quand même. Donc, voilà. Ouais, ça sera début 2023 que je t'enverrai un petit lien privé et secret. Ça va passer vite. Il ne faut pas trop y penser. On a la chance d'avoir une actualité culturelle et autres qui est quand même intéressante et riche en ce moment, donc c'est vrai qu'on ne s'embête pas. Eh bien écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, de nuit, de journée, c'est l'avantage du replay, vous regardez ça un petit peu quand vous voulez, et on vous dit à très bientôt sur le Maybe Planet pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!
I'm coming home. Oh, oh, I'm coming home. Si des centaines de millions de personnes à travers le monde ont acté qu'il existe une vie après la mort et que l'âme est amenée à se réincarner, il reste une question majeure en suspens. Que se passe-t-il lorsque vous rendez votre dernier souffle? Où allez-vous? Qui y retrouvez-vous? Et pourquoi? Quel choix serez-vous amené à faire pour définir votre prochaine incarnation? Je vous propose de m'accompagner pour une aventure exceptionnelle. Car, pour la première fois, j'ai eu l'autorisation de vous ouvrir les portes de ce que nous appelons l'entre-deux-vies. I'm coming home. Oh, oh, I'm coming home. I wanna be home for the holiday, because home is only home when I'm with you. When I'm with you. J'ai conscience que ces questions peuvent vous donner le vertige, mais je serai là, à chaque étape, pour vous donner les clés de compréhension nécessaires. Pour commencer, il me faut choisir une âme dont le précédent corps vient de mourir. Elle, c'est Lucie. Son corps vient de s'éteindre à l'âge terrestre de 40 ans. Une vie plutôt courte, mais qui va vous éclairer sur les enjeux qui vont s'ouvrir à elle désormais. Lucie? Oui, Pouvez-vous me décrire ce qu'il vient de se passer? c'est déstabilisant. Je suis pas morte. Enfin, si, mon corps, lui, il est mort, mais moi, j'existe encore. Je peux voir ce qui se passe. Je vois les urgentistes s'affairer. Ils ont l'air résignés. Ils ont raison. C'est fini pour moi dans cette vie. Qu'avez-vous envie de faire? De crier. Je voudrais leur dire à tous que je suis là, que c'est différent, mais que je suis bel et bien là. Je peux me déplacer aussi. Je peux aller voir mes proches. Ils pleurent. Je les comprends. Je voudrais pouvoir les réconforter. Leur dire que je souffre plus. Je suis comme libérée. Et maintenant, je peux aussi communiquer par la pensée. J'ai plus d'emprise sur les objets solides. Ma réalité est en train de changer. Je sais que je peux quand même agir, mais d'une autre façon. Et il y a mon mari. Il pense qu'il est seul. S'il savait comme je me sens bien. Je vais retrouver ma maison, ma vraie maison. Il me rejoindra plus tard, quand son heure sera venue. On a traversé tant de choses ensemble qu'il se sent pas capable d'affronter le monde sans moi. Mais je peux lui faire sentir mon énergie. Ne t'en fais pas, je vais bien. Mon amour pour toi est intact. Je suis heureuse. Je suis libre, je suis même euphorique. C'est tout à fait normal. Votre âme va retrouver la totalité de ses facultés. Elle comprend à nouveau tout ce que l'amnésie de votre naissance terrestre avait retiré. C'est bon. Il sait au fond de lui que je suis à ses côtés. Comment s'est passée votre mort? J'ai fait une crise cardiaque. C'est jeune. J'avais eu des signes avant-coureurs, mais je les ai pas écoutés. Et mon cœur s'est arrêté au détour d'un bâtiment sur mon lieu de travail. Et là, j'ai senti comme une force extraordinaire qui m'a poussée en dehors de mon corps, en passant par le haut de mon crâne. Comme une pointe lumineuse qui en sortirait. C'est étrange de se sentir comme ça, lumineuse. Voyez-vous une autre lumière que la vôtre? Oui, elle est très forte, elle m'appelle, elle m'attire irrésistiblement.
Mais je veux pas partir tout de suite. Je peux rester encore un peu? Certaines âmes partent immédiatement, mais d'autres choisissent de rester jusqu'à leur funérailles. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est quand vous serez prête. Je vais prendre le temps de les accompagner encore un peu alors. Il arrive parfois que des âmes perturbées par un problème non résolu refusent de quitter le monde terrestre. Elles deviennent ce que vous appelez des esprits ou des fantômes, accrochés à un lieu, à une personne, à une époque. Ces cas sont rares, et nous leur envoyons alors des entités supérieures et bienveillantes pour les aider à accepter et à s'adapter à leur nouvel état. Je suis prête. J'ai pu enlacer une dernière fois mon fils de ma chaleur. Comment percevez-vous le tunnel de lumière? C'est indescriptible. Ça m'attire et j'ai très envie d'y aller. C'est tellement brillant, c'est tellement apaisant. Vous pouvez vous diriger vers elle en toute sécurité, Lucie. C'est un portail qui vous donne accès à l'au-delà, à l'entre-deux-vies. I'm coming home. Oh, oh. I'm coming home. L'âme de Lucie va désormais entamer le chemin qui va l'amener auprès des siens. Certains le visualisent comme un tunnel, mais il s'agit d'un espace infini, lumineux, composé de couches de lumière superposées, entremêlées. Lucie les traverse, accompagnée de nombreuses autres âmes de retour à la maison. J'entends comme des sons, comme une musique. Elle a une utilité importante. Elle est là pour vous amener une grande tranquillité, une relaxation intense, telle que certains peuvent la connaître sur Terre pendant des phases méditatives. C'est l'énergie universelle qui produit ces sons. Elle revitalise l'âme de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on se rapproche de notre prochaine destination. Je sens que je retrouve tous mes souvenirs des vies passées, ça me revient. Oui, il faut un temps à votre âme pour retrouver sa toute-puissance, et donc tous les souvenirs de ce que vous avez traversé au fil de vos nombreuses incarnations. Ce temps peut fluctuer, selon les circonstances de votre mort, votre ouverture à l'hypothèse des vies antérieures lors de votre incarnation, et votre capacité à avoir accompli ou non certains défis que vous vous étiez fixés avant votre naissance. Je reconnais cet endroit. J'adorais m'y rendre quand j'étais dans la peau de Vitellius, un soldat romain. Entre deux guerres, cet endroit m'apaisait. Il me connectait à autre chose. Vous avez besoin de ce lieu qui vous rappelle des moments doux. Nous sommes toujours dans une phase qui vous permet d'apaiser et de guérir l'âme après votre incarnation terrestre. D'autres peuvent se retrouver dans une maison, sur une montagne, ou tout autre lieu qui les ont particulièrement marqués. Cet endroit vous est propre, car l'âme et vos parcours d'incarnation sont uniques. Je sais que je vais avoir de la visite. C'est Annex, c'est mon guide! Je suis tellement contente de te revoir. Oh, mais quelle joie de te voir, de te revoir! Alors, comment tu te sens? Encore déboussolée. Je sens encore de la frustration en toi. C'était trop tôt. J'avais pas encore réalisé tous mes projets. Et cette douleur, elle me fait plus mal, mais elle est imprégnée en moi. Ta précédente mort t'a abîmé, mais on va y remédier. Ton chemin ne fait que commencer.